Bien, merci à toutes et à tous d'être venus pour cette table ronde qui sera donc qui fera l'objet à la fois d'une vidéo et d'une transcription papier. Donc quel sens donner à ces expressions futur, mémoire du futur, au futur, pour le futur? On avait déjà eu un peu une discussion avec Jean-Noël Dumont. Voilà, le but de cette table ronde est de discuter autour de cette question. L'idée, elle est venue d'une rencontre entre la revue Mémoire en jeu, qui est somptueusement étalée sur cette table, et l'ANDRA, donc l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Pourquoi l'ANDRA et Mémoire en jeu? En fait, l'ANDRA s'inscrit avec son programme mémoire dans la volonté de penser en termes de mémoire à venir dans un temps long les risques potentiels d'une catastrophe sanitaire que pourrait causer l'enfouissement des déchets radioactifs et la méconnaissance de leur danger surtout. Donc une mémoire projetée dans le futur. Mémoire en jeu a plus vocation jusqu'à présent, donc on en est au numéro 9 et donc bientôt 9 et 10 dans lequel sera publiée la table ronde, a eu plus pour vocation de s'intéresser aux mémoires liées au passé, voire au passé les plus proches, puisqu'il y a eu un numéro qui a été consacré à la mémorialisation des attentats. Donc effectivement, on était chacun, entre l'ANDRA et Mémoire en jeu, partis sur des perspectives différentes. Toujours est-il que un événement qui a eu lieu, si on le pense en termes de mémoire, c'est que déjà on le projette dans le futur, même si c'est un futur passé. Donc la ligne du futur est quand même présente dans la réflexion sur la mémoire, et c'est un des points qui a fait se rencontrer Mémoire en jeu et l'ANDRA. Autre point étant qu'évidemment, qu'elle soit du futur ou qu'elle soit du passé, ça engage une réflexion sur l'éthique à de multiples niveaux, des droits humains et au niveau de la société et des générations futures. Donc là déjà un point qui nous a rassemblés, et avec l'idée de croiser donc aussi de façon importante ce qui est au cœur de la revue, des points de vue multidisciplinaires, mais pas simplement disciplinaires, puisqu'il est aussi artistique, et puis finalement en dehors de nos disciplines, on a aussi nos propositions personnelles et nos propres implications dans des questions d'environnement et de futur. Donc l'idée, c'était d'avoir cette table ronde qui croisait des discours, des points de vue, des personnalités aussi, à partir de la question, quel sens, et que je vous avais posé à travers une première prise de contact, quel sens la mémoire pour le futur, ou la mémoire du futur prend-elle pour vous, et comment elle s'inscrit dans vos propres activités. Donc on peut démarrer à partir de ça, n'est-ce pas, Cécile? Oui, bien sûr, merci. Voilà, alors je lirai de temps à autre un extrait de ce papier que j'ai écrit il y a quelques jours pour vous. Voilà. Alors, pour situer, donc voilà, je suis artiste tout simplement. Ceci dit, je m'intéresse non pas à cette problématique, à ce projet, parce que c'est un projet de vie et c'est un projet pour le futur, et ça, c'est très extraordinaire qu'on puisse y travailler. Moi, je suis très très heureuse de pouvoir y travailler, même si je ne verrai jamais aucun résultat de ces recherches, puisque nous sommes dans un temps tellement long, et c'est pour ça qu'on parle de mémoire, du futur, et voilà. Alors, donc j'ai travaillé depuis à peu près 25 ans, d'abord sur l'identification, ensuite sur des expériences réalisées sur 9 sites de déchets radioactifs, faiblement et hautement radioactifs dans le monde, dans les pays nucléarisés. Ici, j'arrive avec un projet bien précis, parce que depuis, je dirais, presque 15 ans, je participe à des réunions, des tables rondes, des conférences, et j'ai l'impression que, voilà, il y a énormément de recherches qui sont faites, il y a beaucoup de publications, mais je pense que maintenant, il est temps, surtout en France, je pense, France et dans d'autres pays européens, mais même de travailler sur des projets plus précis, c'est-à-dire de dire ok, ça va, on est d'accord, on se réunit,
on accepte parce que vraiment, je pense que tout vous parliez de multidisciplinarité, etc. Et vous mettiez un peu l'art sur le côté. Non, ça fait partie, hein, on englobe tout ça. Même si pour moi, évidemment, en tant qu'artiste, pour moi, l'art est un vecteur, c'est l'art, c'est le monument jusqu'à présent, qui est présent dans toutes les civilisations, qui nous permet un peu, après avoir un peu gratté, de savoir d'où on vient, comment on va faire, est-ce qu'on peut faire comme ou pas comme. On ne peut pas faire comme, puisqu'on est ailleurs déjà, et on est maintenant, nous sommes contemporains de ces sites, de ces prises de position. Contemporain, ça veut dire qu'on voit déjà plus loin. Alors ici, moi j'ai pris carrément un projet qui est le CIGEO Art Lab. Dans la fiction ou pas, ça pour vous. Donc, c'est une recherche sur les modes de transmission de la mémoire du site de déchets hautement radioactifs dans le paysage de la Meuse et Haute-Marne. On est vraiment dans quelque chose de bien précis, on est dans quelque chose qui va arriver, on n'est plus dans peut-être que, on pourrait dire comme ça, on pourrait faire comme ça. Non, pas du tout. Et donc, c'est d'inscrire dans cette zone paysagère du CIGEO une dynamique réflexive inédite, dans un laboratoire scientifique et artistique qui fonctionnera comme un lieu de marquage territorial et d'archivage pour la transmission de la mémoire. Et en 2013, 2014, j'avais montré des recherches, des concepts, 7 concepts pour le marquage des sites de déchets hautement radioactifs, des dessins très simples. Et dans les 7 dessins, il y en avait un pour le WIP aux États-Unis, il y en avait un pour la Belgique, on verra si un jour on le fera. Et puis il y en avait un pour le site français, notamment sur CIGEO. Ça s'appelait Buried Pathways, ça veut dire les chemins bleus. Parce qu'il faut donner un nom à ça, pour s'entendre, il faut mettre des choses bien précises. Et voilà, c'est ce projet, ce concept que je développe ici, donc simplement. Donc c'est l'idée d'inscrire maintenant, le plus rapidement possible, au sein de la structure industrielle du site CIGEO, un laboratoire. Et alors, qu'est-ce qu'un laboratoire ? J'ai mis un nom sur quelque chose qui n'existe pas, qui n'existe pas encore. C'est un lieu où les uns et les autres qui ont envie de devenir des espèces de gardiens, de transmetteurs qui n'existent pas, se réunissent et mettent au point un langage, des langages, parce qu'il faut voir aussi le paysage comme un lieu de passage, comme un lieu où on prend possession ou pas de ce type de mémoire, que l'on comprend ou qu'on ne comprend pas, mais en tout cas, où on se pose la question, est-ce qu'on doit régénérer ou est-ce qu'on doit conserver, enfin restaurer. Actuellement, on parle beaucoup de restauration, etc. Moi, je ne suis pas pour ça. Je fais confiance à tous ceux qui viendront, qui seront de passage, en disant, voilà, ils régénéreront. Pour ça, pour ce faire, il faut que maintenant, nous tous, quelque part dans le monde, tous ceux qui s'intéressent à la chose, mettent en place une culture du nucléaire. Elle est absente, cette culture du nucléaire. Alors, avec plusieurs amis qui sont devenus des amis, je pense que quand on réfléchit à ce genre, à ce type de questionnement, automatiquement, il y a l'éthique, il y a l'approche humaine, il y a l'approche qui arrive et automatiquement, on discute entre nous, franchement. Et c'est l'histoire de cette mise en place d'une culture nucléaire. Donc, qu'est-ce que c'est que la culture nucléaire ? Ce qu'on présente aujourd'hui, quelque part, a à voir avec ça, évidemment, puisqu'il y a publication, il y a discussion, etc. Donc ici, le petit projet CIGEO Art Lab s'inscrit là-dedans. Parce que pour le construire, il faut savoir ce que c'est, il faut mettre en place un ensemble de personnes, artistes, gardiens, qui seront dans ce paysage, et l'inscrire donc dans la Meuse et Haute-Marne. Ce serait évidemment une première, parce que ça n'existe nulle part, même s'il y a eu des projets pour moi au WIP, aux États-Unis. En fait, quelque part, ce projet doit être motivé, là je vais lire 2 minutes, et guidé par une vision claire des transformations sociétales attendues. Donc il ne faut même pas se baser sur ce qu'on vit.
faut même pas se baser là-dessus. Les transformations sociétales attendues. Son objectif est tout d'abord d'intégrer au CIGEO Art Lab, au site industriel CIGEO, dès le début, des opérations de construction, de l'inscrire dans le plan d'aménagement. Cela rendra possible d'opérer dans une centaine d'années, parce qu'on est dans un temps long. Nous, on ne représentera pas grand-chose, juste un point d'ancrage. Ça, c'est toute l'humilité devant ce problème de ce monument invisible, argileux, qui se trouvera dans la Meuse et la Haute-Marne, et de savoir que ce monument-là, qui sera le monument du XXIe siècle nucléarisé en France, eh bien, il faudra le lire dans le paysage. Et on est là pour en parler. Voilà, et donc de l'inscrire dans le plan d'aménagement, cela rendra possible d'opérer dans une centaine d'années la transmission d'un site de déchets vers un lieu, une plateforme vivante où la transmission de la mémoire est privilégiée. C'est un long et difficile travail qu'il faudra nourrir, réactiver, avec le CIGEO et sa place dans le paysage rural aujourd'hui, mais qui peut se modifier. C'est le visible, le lisible, qui est privilégié pour la sécurité du monde vivant. Cette expérience pionnière pourrait être étendue à d'autres sites dans les pays nucléarisés et servir de modèle d'organisation et d'expérimentation artistique, évidemment, pour l'étude des modes de transmission de la mémoire. Je m'arrêtais ici parce que, voilà, nous avons tous des choses à dire. Et moi, j'ai pris juste ce petit exercice. Voilà. Merci. Donc j'enchaîne, je pense qu'il y aura j'aurai plein de questions que je ne poserai pas maintenant, mais il y aura sans doute des échos. Hein. J'ai à la fois travaillé en littérature comparée sur les questions de transmission de mémoire, notamment de la Shoah et de la dictature argentine, dans la poésie après 1945. Et ces dernières années, je travaille sur la question de la représentation des déchets en littérature, et je me suis aussi intéressée plus particulièrement à un site réel qui est le site de Fresh Kills à Staten Island, une immense décharge à ciel ouvert qui a été réhabilitée, qui est en train d'être réhabilitée en parc naturel, récréatif, ce qui pose à la fois des questions sur ce que c'est que la nature dans un site de cette ampleur et avec cette histoire, et puis des questions aussi de mémoire du lieu. Et donc j'aimerais pour commencer ici citer un des ouvrages qui m'a sans doute plus marqué quand j'écrivais ma thèse, parce qu'en fait il fait un lien, même souterrain peut-être, entre mes deux champs de préoccupation. Cet ouvrage, c'est l'ouvrage de l'historien Gordon Horwitz, Mauthausen, ville d'Autriche, dans lequel cet historien se consacre non seulement au camp de Mauthausen, mais encore plus précisément à la ville qui était adjacente à ce camp. Donc pendant qu'on tuait et qu'on mourait à Mauthausen, on vivait assez paisiblement dans la ville de Mauthausen. Et tout se passait donc comme si le camp avait été absolument étranger à la ville tout en étant tout proche. Quel diagnostic peut-on porter sur les habitants de la ville de Mauthausen, sur leur aveuglement fin ou volontaire, sur leur déni ou leur mauvaise foi, sur leur capacité à ignorer ? Est-ce qu'on ne dit pas aujourd'hui communément « il est impossible qu'ils n'aient pas su », mais jusqu'à quel point leur conscience était divisée. Et même si les rapports entre mes deux champs de recherche sont assez lointains, ce qui me semble ici pouvoir faire le lien, c'est la question de l'aveuglement et de l'aveuglement volontaire, et aussi de l'invisibilité et de l'invisibilisation des déchets. Alors lorsque j'envisage la notion de mémoire du futur, je pense d'abord à la façon dont, dans un avenir lointain ou proche, on se souviendra de nous. Je pense aussi, de manière plus générale peut-être, aux formes inédites et inimaginables que peut prendre la destruction, et je me demande, dans l'incertitude, ce qu'il en est de notre manque de perspicacité, de notre aveuglement volontaire. Qu'est-ce qui est déjà en train d'avoir lieu et que nous ne voyons pas encore ? J'envisage donc un regard qui, depuis le futur, considère notre présent, qui le juge, mais qui aussi tente de le comprendre. Si maintenant je dois porter mon imagination à ses limites les plus lointaines, celles où le compte des années se perd dans le temps profond des millénaires, dans un futur où de toute évidence plus personne ne se souviendra de nous, puisque les traces de notre civilisation auront disparu, une à une, je considère ce qui demeurera, nos déchets plastiques et nos déchets nucléaires à longue vie. Et concernant ces derniers, la seule hypothèse que je n'arrive pas à envisager, si je me projette aussi loin, c'est celle de l'absence de catastrophe.
Il ne s'agit pas ici d'une prospection ni d'une prophétie, encore moins évidemment. Simplement, je ne peux pas considérer ce futur je n'arrive à considérer ce futur très lointain qu'à partir de ce que je sais aujourd'hui des déchets radioactifs à longue vie, qu'ils sont tenaces et qu'ils peuvent pénétrer et détruire les organismes vivants. Néanmoins, je tiens à situer ici mon propos, cette inquiétude qui est la mienne ne dit rien de l'avenir. Elle parle seulement de mon présent, de mon inquiétude présente, qui est, je crois, partagée par un certain nombre de citoyens, et puis de mon sentiment d'impuissance face à des choix de politique énergétique dont j'ai moi-même hérité, des décisions prises dans le passé, sans souci, semble-t-il, de ce que nous pourrions aujourd'hui avoir à en dire. Aussi, dans ce présent, je ne peux pas envisager sérieusement l'hypothèse selon laquelle, dans une installation de stockage qui serait ou ne serait pas, puisqu'il me semble qu'il y a débat encore, mais on en parlera, je pense, le centre industriel de stockage de déchets radioactifs, donc actuellement en débat, CIGEO. Donc je n'arrive pas à envisager sérieusement l'hypothèse d'une intrusion dans un avenir extrêmement lointain, qui pourrait représenter un risque tel qu'il nous faudrait penser aujourd'hui à communiquer avec ces éventuels visiteurs importuns. Un tel cas de figure relève à mes yeux davantage de la fiction. Tout d'abord parce que le traitement des déchets nucléaires ou pas, depuis le début du XXe siècle, et l'apparition des premières décharges dites sanitaires, est soumis à des normes censées minimiser ces dommages sanitaires. Il s'agit d'une gestion du risque qui n'assure évidemment pas que le risque est réduit à néant. En outre, à l'échelle d'un temps si long, les variables qu'on ne maîtrise pas sont fort nombreuses. Ce que je reconnais en revanche dans ce scénario de la communication à travers les siècles vers un avenir extrêmement lointain, c'est un motif de la littérature et du cinéma de science-fiction, le motif de la capsule temporelle. Je comprends néanmoins que dans une période d'extrême méfiance vis-à-vis du nucléaire et de très grande inquiétude, une telle fiction, c'est en tout cas comme ça que je l'interprète, puisse revêtir une fonction presque fondatrice depuis l'avenir du récit selon lequel notre gestion actuelle des déchets nucléaires n'est pas seulement la moins risquée, mais aussi la meilleure et la seule possible et destinée à durer, puisque dans cette hypothèse, elle durerait au moins 10 000 ans. L'autre raison pour laquelle je ne peux pas envisager sérieusement cette hypothèse, c'est qu'elle me fascine. Et là, je ferai un petit détour par la question des déchets ménagers pour vous dire pourquoi cette fascination me pose problème. L'invisibilité, voire l'invisibilisation des déchets a longtemps constitué une de leurs caractéristiques majeures. Au point que, selon le sociologue Michael Thompson, le rebut dans chaque société donnée, c'est ce que nous conspirons à ne pas voir, ce que nous voulons ignorer, oublier. Il me semble pourtant que, depuis quelques années, sans doute du fait de leur recrudescence, une attention nouvelle est accordée au problème. Ainsi, la sensibilisation à la question est accrue, elle repose dans le discours public, notamment sur une forte responsabilisation des pratiques individuelles et sur des injonctions normatives souvent proches de la culpabilisation. Agissez bien, triez vos déchets. Si vous ne le faites pas, ce sera mal. Nous connaissons tous désormais, même si nous ne les situons pas nécessairement, les images de décharges monumentales qui sont l'envers et aussi la condition même de l'existence et de la persistance des modes de vie de sociétés occidentales aisées. C'est dans ce contexte d'une recrudescence de la production des déchets, mais aussi d'une recrudescence des images et des discours qui sont associés, que s'inscrivent mes propos, et dans la ligne définie par la sociologue canadienne, entre autres Max Liboiron, initiatrice de ce nouveau champ de recherche que sont les discard studies, dont l'objectif est notamment de déconstruire les idées reçues, les mythes et autres biais de perception qui entravent une compréhension adéquate des problématiques liées aux déchets et aux autres matières externalisées. Alors j'ai parlé d'invisibilité et d'invisibilisation, mais je ne crois pas non plus que les images de décharges monumentales aident réellement à comprendre ce qui se joue dans la production des déchets. Lorsque nous sommes confrontés à de telles images, nous sommes indignés, dégoûtés, fascinés. Nous voyons surtout ce que notre mode de vie et de consommation produit, et nous n'avons de cesse alors de réduire notre production de déchets, de tenter de sauver la planète en alimentant la filière du recyclage. Ce que nous ne voyons pas, parce que précisément pour une simple raison d'échelle, nous ne pouvons pas le voir, c'est que notre production d'ordures ménagères ne constitue qu'une part infime de la production globale des déchets, et que pour réduire de manière considérable ce volume, aucune bonne pratique individuelle ne saurait suffire. C'est un système de production dans son ensemble qu'il faudrait repenser. La seule manière de ne pas avoir à se poser le problème du traitement de nos déchets, c'est de ne pas en produire. Une fois le déchet produit, il est déjà trop tard. Toutes les solutions de traitement du déchet,
seront coûteuses, plus ou moins risquées et potentiellement polluantes. Quelle que soit, et ça m'intéresserait aussi beaucoup, la filiation entre les différents modes de traitement des déchets, donc des ordures ménagères ou de ceux qui ont pu apparaître au début du XXe siècle et puis aujourd'hui des déchets nucléaires, l'intérêt à mes yeux de penser le déchet nucléaire à partir du déchet ménager, c'est que cela contribue aussi à lui ôter l'aura de fascination qui entoure le nucléaire. Les seuls moments où nous entendons réellement parler du nucléaire, c'est à l'occasion des catastrophes les plus spectaculaires ou en lien avec des projets monumentaux tels que CIGEO. Certains déchets mettront des millions d'années à perdre leur radioactivité et ces millions d'années sont absolument vertigineux. Ils nous horrifient et témoignent aussi de ce que notre civilisation et de ce que notre espèce est malgré tout parvenue à créer quelque chose qui sans doute survivra à son extinction, même si ironiquement, cette même chose en sera peut-être la cause. Il y a là un effroi face à la possibilité d'une catastrophe de très grande ampleur, mais aussi, me semble-t-il, peut-être une forme d'hubris. Mais ni l'effroi ni l'hubris n'aident à penser le présent. Et tant les catastrophes passées que la possibilité d'une catastrophe à venir occultent les risques bien réels liés à la production industrielle d'énergie nucléaire, les incidents d'exploitation, la toxicité à petite échelle, les taux de cancer anormalement élevés, la contamination du milieu de vie dans les zones d'extraction. Envisager avec le plus de précision et de rigueur possible la production industrielle d'énergie nucléaire du début à la fin de son cycle, de l'extraction de l'uranium à l'entreposage des déchets, donc ce qui implique aussi de penser aux circulations et aux flux de matière sur le territoire, nous conduit à considérer les conséquences présentes, mais aussi futures de cette production. Le nerf de la guerre ici, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la production et la diffusion d'une information et d'un savoir viable sur les différents aspects de la production industrielle d'énergie nucléaire, mais aussi sur toutes les formes de présence et d'usage de la radioactivité au sein de nos sociétés. Et ici, notre présent rejoint notre futur. Parce que je crois que nous créons aujourd'hui, sans pouvoir maintenant dater ce futur, sans pouvoir dire à quelle échelle de temps, mais nous sommes en train de créer aujourd'hui les sources et les archives sur lesquelles les historiens de demain essaieront de comprendre la place des déchets nucléaires dans nos sociétés. Et plus ces archives sont nombreuses et diversifiées, plus on en parle, donc plus il existe de questionnements, plus il existe de discours sur ton contradictoire sur la question. Et je crois aussi là qu'il faut souligner la responsabilité des chercheurs dans la production de ce savoir, car les chercheurs sont indépendants de tout intérêt, et notamment financier. Donc plus les savoirs sont diffusés, plus les questionnements sont nombreux, plus ce débat, effectivement, plus l'émergence d'une culture scientifique du nucléaire aura sa place dans notre société, me semble-t-il, plus on a de chances que les centres d'enfouissement, en France ou ailleurs, n'apparaissent pas dans un avenir plus ou moins lointain, comme des enclaves mystérieuses qu'on chercherait à déchiffrer. Merci. Bonjour, donc tout d'abord je vais me présenter, Jean-Noël Dumont, je suis responsable du programme Mémoire au sein de l'ANDRA, de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. Le titre long du programme Mémoire, c'est Programme Mémoire pour les générations futures. On se préoccupe bien des générations futures. Et dans ce programme Mémoire, le programme est organisé autour de trois grands axes qui sont un premier axe institutionnel, réglementaire, donc le respect de la réglementation qui nous demande d'archiver un certain nombre d'informations notamment, et donc de mettre en place toutes les dispositions pour ce faire. Un deuxième axe que nous avons appelé interaction sociétale. Donc là, il s'agit d'interagir avec la société dans toutes ses composantes pour la mettre le plus possible en capacité de transmettre elle-même ou de relayer la conscience de l'existence des stockages de déchets radioactifs et la conscience aussi de l'existence d'informations relatives à ces stockages. Et un troisième axe qu'on peut appeler axe étude. Il s'agit de réfléchir, de mener des études de tous ordres, dans les sciences dures et puis aussi dans les sciences humaines et sociales, pour améliorer nos dispositifs et pour aller le plus loin possible. Et cette table ronde, pour moi, se situe bien sur ces deux axes d'interaction sociétale. Elle vise à toucher un certain public et en même temps nourrir la réflexion
des différentes sciences. Alors ici, c'est plutôt les sciences humaines. Voilà. Alors la question qui nous était posée, c'est que représente, quel sens donner à la mémoire du futur. Donc pour moi, l'expression mémoire du futur, elle se définit d'abord par son opposition à la mémoire du passé. Contrairement à la mémoire du passé, où il s'agit dans le présent de se souvenir d'informations, d'événements du passé, la mémoire du futur porte sur les informations du présent que nous souhaitons transmettre dans le futur. Autrement dit, au lieu de regarder en arrière pour tirer les leçons du passé, il s'agit de se projeter vers l'avant pour transmettre à nos successeurs ce qui pourrait leur être utile. Ainsi, dans la mémoire du futur, l'action au présent consiste à choisir et organiser les éléments qui pourraient intéresser les récepteurs de l'avenir, et créer autant que possible les conditions d'une durabilité des messages et d'une pérennité de leur interprétation. Mais comment discriminer dans la masse d'informations que nous produisons, masse qui croît exponentiellement, comment discriminer ce qui pourrait intéresser nos successeurs sur cette planète? Faut-il faire de la prospective ou de la futurologie pour identifier leurs besoins potentiels? Dans le cas qui me concerne, les installations de stockage de déchets radioactifs, les horizons visés se comptent à minima en siècles, et c'est tout à fait hors de portée. Donc une approche consiste plutôt à partir d'une typologie des besoins tels qu'on peut les rencontrer actuellement, et à s'interroger en regard de ces besoins sur la pertinence des informations détenues et sur la difficulté à les reconstituer si elles étaient perdues. Alors de quel futur parle-t-on? En fait, il y en a plusieurs. On pourrait même dire une infinité. Mais on peut les schématiser pour les installations de stockage de déchets radioactifs en 3 échelles de temps: le court terme, le moyen terme, le long terme. Ces échelles sont liées aux phases de vie des installations et aux décisions à prendre. Le court terme se situe jusqu'à la fermeture du stockage, une période où de nombreuses décisions sont à prendre, de toutes sortes, liées à la construction des installations, à la mise en place des colis de déchets dans les installations, aux éventuelles étapes de fermeture partielle, etc. Il est important de connaître les installations dans le détail, dans cette période, le pourquoi des décisions antérieures, les résultats des études passées, y compris les échecs, pour prendre les meilleures décisions sans dépenser inutilement des ressources. Les enjeux portent sur les passages de relais entre les professionnels qui se succèdent dans les entreprises concernées. Le champ des informations à transmettre est très vaste, car il vient en support d'actions et de décisions multiples à mener au quotidien. On est dans le domaine du management des connaissances. Certaines connaissances sont tacites, il faut les rendre explicites, sinon elles partiraient avec leurs détenteurs. Cette échelle de temps dure plusieurs décennies, jusqu'à de l'ordre d'un siècle. Dans d'autres secteurs, il faut bien le reconnaître, elle n'aurait certainement pas été intitulée court terme. C'est une des spécificités de la gestion des déchets radioactifs. Je précise que les définitions de ces expressions, court terme, moyen terme et long terme, sont celles d'un groupe international d'experts qui ont échangé et réfléchi ensemble sur ces questions de mémoire des stockages de déchets radioactifs dans le cadre de l'OCDE. Et la publication du rapport final de leurs travaux est imminente. On nous l'annonce sous quelques jours. Après le court terme, le moyen terme, qui se déroule à partir de la fermeture du stockage et qui s'étend aussi longtemps que la société exerce une surveillance continue, institutionnelle, sur le site. Cette surveillance s'appuiera au début sur de la métrologie, des capteurs, mais pourra prendre d'autres formes au fil du temps. Par exemple, des restrictions d'usage de terrain à l'aplomb des installations souterraines, ce qu'on appelle des servitudes d'utilité publique. L'important dans cette période est que la société garde un œil sur l'installation. Selon le guide de sûreté pour le stockage géologique profond, qui a été émis par l'autorité de sûreté nucléaire, les études de sûreté doivent prendre en compte l'hypothèse d'un forage dans le stockage 5 siècles après la fermeture. En d'autres termes, le maintien d'une surveillance sur le site doit être assuré pendant au moins 5 siècles. Dans cette période, les décisions qui sont à prendre sont limitées. Ce sont des réévaluations périodiques de la sûreté des installations, une évolution de la surveillance,
Si le site évolue conformément aux attentes, il n'y aura pas d'action corrective à mener. Il faut néanmoins transmettre les informations qui permettraient, si des interventions sur le site étaient décidées, de les mener en bénéficiant de toute la connaissance accumulée, sans avoir à engager trop de frais pour la reconstituer. Par exemple, la localisation précise des différents types de déchets et leurs propriétés sont des informations essentielles qui feront gagner énormément de temps et d'argent s'il était décidé de retirer une partie des déchets. Troisième échelle de temps, le long terme, qui intervient à partir du moment où la continuité de la surveillance institutionnelle ne peut plus être assurée. Ce qui ne veut pas dire que toute mémoire est perdue. Au contraire, la conscience de l'existence du stockage peut être transmise dans la mémoire collective pendant des millénaires. L'objectif ici est de repousser le plus loin possible l'éventualité d'un scénario intrusif qui dégraderait les performances de protection du stockage, même si les conséquences d'une telle intrusion resteraient limitées du fait de la conception. Il peut s'agir alors de placer des indices à proximité du stockage, ce qu'on appelle dans notre jargon des marqueurs, des stèles par exemple, qui permettront de maintenir vivante la mémoire du site, ou de petits objets enterrés à faible profondeur qui viendront réactiver la mémoire lorsqu'ils seront redécouverts. Il y a donc plusieurs futurs qui se raccordent à plusieurs types d'informations à transmettre, en lien avec plusieurs types de décisions à prendre ou à ne pas prendre, et qui impliquent aussi une gamme diversifiée de moyens à mettre en œuvre. Nous pourrons revenir plus tard dans la discussion sur les moyens, mais je voudrais insister dans cette introduction sur les fondements éthiques de la mémoire pour les installations de stockage des déchets radioactifs. À court terme, quelques décennies quand même, à court terme, l'exigence éthique de protection de l'homme et de l'environnement. Elle implique de transmettre aux générations successives de professionnels toute la connaissance utile pour assurer et pour démontrer la sûreté. À cette exigence de protection s'ajoute celle de permettre une liberté de décision pour nos successeurs. Liberté de modifier les installations existantes, de faire des choix de conception ou de gestion autres que ceux que nous anticipons. Liberté aussi de retirer certains déchets s'ils considèrent que désormais il y a mieux à faire. Cette exigence est au cœur de la notion de réversibilité et la mémoire en est un des outils. On peut la relier au principe éthique de respect de la dignité humaine. À moyen terme, quelques siècles, les exigences en jeu sont les mêmes, protection et liberté de choix. Mais les décisions à prendre sont a priori beaucoup moins nombreuses. On pourra assister à un processus de décantation des informations utiles à transmettre. Les informations relatives à la localisation des différents déchets resteront importantes à préserver, car elles sont une donnée d'entrée nécessaire si une intervention lourde était décidée. On assistera aussi à l'émergence de la dimension patrimoniale, au même titre que certaines installations industrielles désormais arrêtées sont regardées aujourd'hui comme des témoins d'une époque révolue. Il est d'ailleurs à noter que les déchets radioactifs porteront longtemps le témoignage de l'époque nucléaire des XXe et XXIe siècles. Ces déchets sont des objets manufacturés et ils seront stockés dans des conditions favorables à leur conservation. Pour des historiens et des archéologues du futur, disposer d'une connaissance précise de ces objets et de leur origine, à partir des archives préparées pour eux, pourrait être considéré comme un trésor. Le principe, c'est un petit peu provocateur, mais j'y crois profondément. Le principe de dignité se traduit ici, au-delà du respect de la liberté de décision, par la transmission des informations sur le passé, qui est la matrice de notre identité. À long terme, le stockage est conçu pour assurer son rôle de protection de l'homme et de l'environnement sans qu'une intervention humaine soit nécessaire. C'est ce qu'on appelle la sûreté passive. Pas besoin d'intervention humaine, donc s'il venait à être oublié, ce ne serait pas très grave. Ce qui ne veut pas dire qu'on a la volonté d'oublier. Il y a une nuance très, très claire à avoir. Le stockage est robuste à l'oubli. Même en cas de forage au cœur du stockage CIGEO, au-delà de 500 ans, les effets sanitaires et environnementaux seraient très limités.
mais on peut chercher à les réduire encore. De plus, au niveau individuel, il y a aussi un intérêt éthique à préserver la santé ou même la vie du foreur, du malheureux foreur qui viendrait au contact des déchets. Il y a donc encore un intérêt éthique, concrètement, du point de vue de la protection de l'homme, à transmettre la mémoire le plus longtemps possible. Pour finir cette introduction, je voudrais souligner les liens particuliers, dans le cas des déchets radioactifs, entre mémoire et sensibilité. Et ça renvoie à des choses qui ont déjà été dites, je crois. Je m'explique. Selon moi, la fonction fondamentale de la mémoire est de rendre présent et donc sensible quelque chose, un événement, un lieu, une musique, un poème, qui n'est pas immédiatement sensible dans le monde réel. Pas sensible dans le présent, dans le ici et maintenant, parce que ailleurs, dans le passé ou dans un autre lieu. Mais dans le cas des déchets radioactifs stockés en profondeur, pour les riverains du stockage, la situation est différente. Les déchets seront là, pendant très longtemps. Ils seront présents, mais non visibles, du fait de leur enfouissement. L'enfouissement qui a pour fonction d'isoler les déchets des activités humaines de façon durable, mais avec pour conséquence que les déchets ne sont plus visibles. La mémoire et les moyens mis en œuvre pour la transmettre, tels des marqueurs sur le site, tout cela aura pour effet de redonner une visibilité aux déchets. Ceci est d'autant plus important que ces déchets sont, de par la radioactivité, déjà porteurs d'une autre forme d'invisibilité, celle des rayonnements ionisants. On peut se trouver irradié simplement en regardant de trop près un objet radioactif. La dangerosité des déchets radioactifs est invisible. La mémoire du futur présente donc, pour le sujet des déchets radioactifs, de nombreuses dimensions liées aux différentes échelles de temps. Dans les premiers siècles, il s'agit de transmettre une connaissance détaillée. À plus long terme, la mémoire se focalisera sur la conscience de l'existence du stockage. En transmettant l'information qu'à certains endroits sous terre se situent des déchets et que ces déchets sont radioactifs, la mémoire restituera une visibilité aux déchets et à leur dangerosité. Elle nous aide ainsi à assumer collectivement le passé pour un avenir plus sûr. Merci. Alors, je vais avoir un regard un peu décalé. Je suis un historien, je suis Denis Péchanski, je suis spécialiste de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, depuis quelques années, je m'intéresse à la mémoire et singulièrement à l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, ce qui me conduit à travailler avec des personnes de disciplines complètement différentes, en particulier des neuroscientifiques. Alors, je voudrais démarrer sur des interrogations que j'ai pu avoir à un moment donné, des interpellations même, sur la question de la mémoire et de l'oubli. Ça a été évoqué à plusieurs reprises, donc ça va peut-être faire écho pour certains. La première, c'était un petit dialogue que j'ai eu avec Boris Cyrulnik. On a écrit un débat qui a donné lieu à publication. Et il commence l'entretien en me disant, voilà, il y a une expérience qui a été faite aux États-Unis, d'ailleurs à Caen, il y a eu la même. On a mis une casserole sur la tête d'un patient. Bon, ça c'est le vocabulaire cyrulnique. Bon, on est évidemment dans l'imagerie cérébrale. Donc, et puis on demande à la personne, qu'est-ce que vous avez fait il y a 8 jours? Voilà, tac, tac, 7-8 secondes, ça monte jusqu'au cerveau, il y a des petites lumières, ça se connecte, bon, on donne la réponse. Puis un peu plus tard, même personne, elle dit, mais dites-moi un peu ce que vous comptez faire dimanche prochain, bien dans un mois, peu importe. Et là, ben, ça prend quelques secondes encore, ça monte au cerveau, on a des petites lumières, des petites loupiottes qui s'allument, des connexions qui se font, et on s'aperçoit que dans le cerveau, les zones de l'anticipation sont les mêmes que les zones de la mémoire. Et il me dit, qu'est-ce que l'historien fait avec ça? Effectivement, moi je suis historien en plus du très contemporain, donc je travaille avec des témoins. Le témoin, il me parle de quelle temporalité, de quel moment? Il me parle de l'instant T dont il doit me raconter l'histoire. Donc, par exemple, Deuxième Guerre mondiale,
événement Deuxième Guerre mondiale qui me raconte 60 ans, 50 ans plus tard, 70 ans plus tard, ou bien du moment où il me raconte cet événement, ou bien de l'horizon d'attente, donc d'un futur, mémoire d'un futur d'une certaine façon, d'un futur qui évidemment va conditionner le récit qu'il va me faire de cet événement T dont il me parle à l'événement T plus 30, 40, 50, 60 ans. Donc cet emboîtement de temporalité est très important et dénote derrière une articulation entre la mémoire et l'oubli qui est presque, je dirais, l'oubli est presque comme consubstantiel de la mémoire. Ça renvoie à une autre question qui est la question de la définition de ce qu'on appelle la mémoire collective. Alors je la balance tout de suite parce que on y est là dans l'articulation, parce que autant chez l'individu on voit bien comment fonctionne l'oubli et y compris d'ailleurs comment l'oubli conditionne la mémoire, autant dans le collectif on a cette dialectique-là qui est souvent vue comme une dialectique de contraires, alors que ce ne sont pas des contraires. Pour aller très vite, la mémoire collective, ça sera une représentation sélective du passé qui participe à la construction identitaire du groupe. Le groupe pouvant aller du segment société jusqu'à la société dans son ensemble. Représentation sélective du passé, ça veut dire qu'il y a des événements qu'on va retenir et d'autres qu'on ne va pas retenir. Et la difficulté dans notre affaire, c'est qu'évidemment, la mémoire est dans l'histoire, qu'elle évolue avec l'histoire, et en plus qu'elle agit sur l'histoire. Et tous ces éléments vont évidemment conditionner nos réflexions sur la mémoire du futur, dans la réflexion sur les déchets nucléaires, même si, encore une fois, ce n'est pas du tout mon objet d'étude. Mais ça m'a évidemment fait réfléchir à partir de ma zone de semi-compétence. Donc, que constate-t-on? C'est qu'il y a des conditions de la mise en récit mémoriel, c'est-à-dire des conditions qui permettent qu'un événement soit inscrit dans la mémoire collective. Il y a des événements très importants en histoire qui, après l'événement, pendant 30 ans, pendant 40 ans, peut-être encore longtemps, ne seront pas inscrits dans la mémoire collective. Parce que ce sont des événements qui n'ont pas d'utilité sociale, et on reboucle sur la définition. Si on dit que ça participe à la construction identitaire du groupe, si ça ne participe pas, si ça n'est pas identifié comme participant à la construction identitaire du groupe par le groupe lui-même, l'événement ne sera pas mémorisé, inscrit dans la mémoire collective, si important soit-il. Et on en a, mais évidemment, à l'appel quand on est historien de la Deuxième Guerre mondiale. Donc le problème, c'est comment, par rapport à des sujets aussi importants que les déchets nucléaires et ce qu'on en fait, comment on va inscrire ça dans cette problématique des conditions de la mise en récit mémoriel. Bon. À partir de là, si on va un peu plus loin et si on essaye de réfléchir sur le sujet précis qui nous réunit, c'est-à-dire sur la mémoire du futur, finalement, je vois trois façons de l'aborder. D'abord, la question de l'emboîtement des temporalités. C'est-à-dire que on ne pourra jamais réfléchir à un événement si on n'a pas à la fois une référence à un passé, au présent et un futur. Bon. Et que tous ces jeux, tous ces circuits en quelque sorte, vont conditionner le discours qui va être émis. Bon. Je veux prendre simplement comme exemple un travail qu'on a engagé, avec Damon Maillard en particulier, qui est un textomètre, donc une analyse de discours, sur le discours des survivants de la Shoah. On met tout ça on voit les publications, on les met tous ces témoignages en machine, et puis on essaye de voir comment fonctionne ce discours-là. Est-ce qu'on retrouve des constantes? On en trouve dans la structure. Et puis,
je retiendrai un seul point, parce qu'il y a eu beaucoup de choses à retenir évidemment dans l'analyse qui a été faite par les textomètres, mais il y a un point qui me semble intéressant, c'est la mémoire qui évolue avec le temps, la même personne qui va témoigner juste après l'événement, juste au retour des centres de mise à mort, survivants, ils sont peu nombreux, et les mêmes qui vont raconter cette histoire 40 ans ou 50 ans plus tard. On voit très bien à travers le vocabulaire, je vais aller très vite, mais que le regard est très clinique, juste au retour des camps, alors que 40 ans, 50 ans plus tard, on a un discours beaucoup plus généraliste, beaucoup plus proche d'un discours global qu'on dirait mémoire collective de la Deuxième Guerre mondiale, et en plus, et c'est là-dessus que je me permets d'insister, un discours qui prendra en compte tout un vocabulaire de la parentèle. C'est-à-dire que l'individu qui parlera beaucoup plus facilement à ce moment-là, et de façon spécifiquement positive, comme on dit dans notre vocabulaire de textomètre. Donc quand on voit la répartition de vocabulaire, on a une surutilisation de ce vocabulaire-là 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, c'est-à-dire le père, le frère, la sœur, la mère, etc. Il y a tout un vocabulaire là qui est surreprésenté dans les témoignages tardifs. Pourquoi ? Alors, on peut trouver plein d'interprétations, mais évidemment pas en rapport avec la réalité de l'événement passé, parce que évidemment 40 ans, 50 ans plus tard, il y a toujours la référence au passé, la référence aux parents. Normalement, ils devraient parler des parents, des frères, des sœurs de l'époque, etc. Ils en parlent beaucoup plus 40 ans, 50 ans plus tard. Pourquoi ? Parce que, en fait, leur souvenir est déterminé par leur horizon d'attente. Et leur horizon d'attente, c'est essentiellement la mort, et avec la mort, la transmission. Et quand le témoin parle 40 ans, 50 ans, 60 ans plus tard, il parle pour transmettre à ses enfants, ou souvent ses petits-enfants, saute une génération le plus souvent. Il le dit explicitement, et à partir du moment où il parle à ses petits-enfants, réapparaît la référence à sa propre famille, qui était évidemment présente, mais qui là prend une place beaucoup plus importante, et les liens de filiation beaucoup plus présents dans ce discours à quelques décennies d'écart. Donc voilà un exemple d'emboîtement de temporalité, on en a tellement d'autres à présenter. La deuxième chose, c'est la question de la mémoire du futur comme construction utopique. On peut prendre un exemple simple. Le projet communiste construit autour de Marx et d'Engels au XIXe siècle. On a un projet utopique, mais qui n'est pas une utopie comme longtemps ça a été, une utopie après la mort et dans une vie qui serait au paradis, du moins peut-on l'espérer. Non, là c'est une construction scientifique, et affichée comme telle en tout cas, qui va déterminer ce que va être notre futur. Or, quelques décennies plus tard, avec par exemple Lénine, ou bien tout le mouvement communiste au XXe siècle, va construire leur action du présent sur la mémoire d'un projet utopique construit un siècle plus tôt, ou 50 ans plus tôt. Donc on voit bien comment le futur, la mémoire de ce futur peut être acteur dans le présent, agir dans le présent et se traduire par, éventuellement d'ailleurs, une mise en œuvre de ce projet utopique. C'est, comme on le sait bien, dans la mémoire communiste, dans les années 20, 30, 40, 50, la mémoire communiste se construit sur la réalité de l'Union soviétique comme pays de l'utopie réalisée. Donc on voit bien comment cette mémoire du futur peut agir dans le présent. On pourrait en trouver d'autres, dans des exemples beaucoup plus récents, avec par exemple la charia,
comme quoi c'est pas quelque chose qui a disparu avec la chute du mur et avec l'effondrement du communisme, mais ça est réactivé, par exemple, dans les mouvements islamistes. Donc, où ça n'est pas simplement l'au-delà qui détermine le présent, mais c'est aussi l'action à partir d'un schéma qu'on construit avec la mise en œuvre dans le présent, dans la temporalité du présent et sur Terre, de ces préceptes qui ont un fondement religieux. Donc, voilà un exemple, autre piste sur la mémoire du futur comme mémoire d'une utopie. On peut aussi évoquer l'ambivalence du mot mémoire du futur, et là, c'est simplement pour la forme, mais c'est important pour nous, c'est parce que dans nos réflexions, par exemple, sur le traitement des déchets, on comprend bien que nous, on raisonne avec nos connaissances qu'on a aujourd'hui, mais pas avec les connaissances qu'on pourra avoir dans 100 ans. Bon. Même si on se dit bien qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger et qui va peut-être changer complètement notre approche du sujet. Bon. Alors ça, il faut qu'on le prenne en compte si on veut aussi réfléchir dans le présent et ne pas être emprisonné par ce présent. Donc je veux simplement dire en un mot que la mémoire du futur, c'est aussi une réflexion sur l'ambivalence du mot « du », c'est la mémoire dans le futur, et ce que sera la mémoire dans le futur. Et on pense évidemment à l'impact de l'intelligence artificielle, mais pas simplement l'intelligence artificielle, qui est déjà, je dirais, dans le présent et qui se développe, mais et ça va évidemment jouer dans les réflexions que j'appelle de mes voeux, bien sûr, personnellement, et surtout transdisciplinaires. Parce qu'on ne pourra rien comprendre à ces événements-là si on reste dans la clôture disciplinaire. C'était le point de départ de mes réflexions sur la mémoire, dans les années 2000, où je dis qu'il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passe dans la mémoire collective si on ne prend pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire, mais inversement, qu'il était impossible de comprendre pleinement ce qui se passait dans le cerveau si on ne prenait pas en compte l'impact du social. Et je pense qu'il faut généraliser cette approche, parce que si jamais on reste enfermé, on ne pourra pas traiter un objet d'une telle complexité, dans sa complexité même, et trouver éventuellement des pistes pour résoudre ces problèmes. Voilà, bonjour, Sébastien Févry. Donc, moi aussi, je suis un peu à l'écart du sujet, c'est-à-dire que je ne travaille pas directement sur ces questions de déchets, mais par contre, la question des mémoires du futur, et donc la question des temporalités longues, m'intéresse beaucoup, et je pense que c'est là qu'il y a, à mon avis, une intersection, notamment, juste pour donner un peu un éclairage sur mon travail, je travaille par exemple sur l'idée de nostalgie du futur. C'est-à-dire nostalgique d'un temps qui n'est pas encore là, nostalgique d'un présent qui va disparaître, mais qu'on ne pourra que considérer d'un point futur, donc pas dans l'immédiat. Bon. Donc ça, c'est mon point de départ, et du coup, et ça va un peu recouper aussi ce qu'on a dit. Quand j'ai préparé l'intervention ici, j'ai essayé de déplier modestement, en tout cas, ce que recoupe cette notion des mémoires du futur, de mémoire pour le futur, en tout cas de mon point de vue. Et moi, je verrais trois déplis possibles, si on veut. Le premier dépli possible, ce serait ce que j'appellerais les mémoires des futurs passés. C'est-à-dire essayer d'imaginer, essayer de voir comment, dans les temps anciens, on a pu imaginer le futur. Et là, on rejoint par un autre biais la question des utopies, voire des rétro-utopies, la question aussi des archéologies du futur, mais à partir du présent. Et je pense que cette dimension-là qui ouvre la voie sur la question des imaginaires, très fortement, et des représentations, n'est pas totalement inutile, parce qu'elle peut, je pense aussi, faire le lien, faire la jonction entre le passé et le futur. C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas, là je rejoins totalement ce qui a été dit, il n'y a pas de discontinuité entre futur, présent, passé, ou passé, présent, futur. Donc ça, c'est un premier dépli. L'autre dépli que j'ai, ce serait, mon deuxième point, c'est mémoire présente du futur. Donc là, je rejoins ce que Lucie disait, c'est-à-dire se comporter dans le présent comme si on allait être quelque part regardé depuis un temps futur. Donc ce qui implique aussi quelque part une exigence d'éthique, une exigence morale,
puisque ce qu'on fait aura des conséquences par la suite. Et donc il faut essayer de se décentrer du présent pour, quelque part, s'imaginer plus tard, dans le futur, nous regardant faire, quelque part. Mon troisième dépluie, ça rejoint plutôt l'idée de Jean-Noël, c'est simplement les mémoires futures, les mémoires au futur. Et là, j'ai trouvé une citation de Deleuze qui à mon avis, résume bien ce qui a déjà été exprimé tout à l'heure. C'est-à-dire que Deleuze, qui pourtant est pas très mémoire, hein, quand on lit certains passages de Deleuze, il est plutôt contre l'idée de mémoire, parce qu'il associe ça à des aspects un peu conservateurs, etc. Mais il voit une mémoire, ce qu'il appelle une mémoire de l'avenir, qui définit comme ceci, il dit la mémoire comme fonction du futur, qui retient ce qui se passe pour en faire l'objet à venir de l'autre mémoire. Hein, donc c'est exactement ce qui a été dit de manière parallèle tout à l'heure. Et donc ici, ça m'intéresse aussi, et peut-être plus, je vais mettre plus l'accent sur ce point maintenant, c'est-à-dire que là, on rentre, à mon avis, très fortement dans des questions de transmission. Donc c'est la question de la sélection dont on parlait, etc. Et pour réfléchir à ces questions-là de transmission, j'ai envie de faire aussi intervenir dans la discussion un philosophe, je trouve, qui est pas assez souvent, à mon goût en tout cas, utilisé, que j'avais découvert via Ricoeur dans la mémoire, l'histoire, l'oubli. Ce philosophe, c'est Édouard S. Casset, qui écrit un livre en 1987 qui s'appelle Remembering. Et en fait, Casset distingue 3 modes mémoniques. Alors le premier mode, il appelle ça le reminiscing. C'est-à-dire que là, on se souvient du passé avec une interaction avec des pairs, on évoque des souvenirs, etc. Je vais très vite. L'autre mode, c'est le remembering, le reminder. Donc là, c'est pour Casset, en tout cas, c'est un des rares modes mémoniques qui est tourné vers le futur. Et l'exemple typique, c'est faire un nœud dans le mouchoir, hein, pour se souvenir qu'on doit faire quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pose un acte dans le présent pour se rappeler, et donc ne pas oublier, de faire quelque chose plus tard. Et donc Casset explique que c'est vraiment pour lui ce mode-là, qui est vraiment à cheval en fait entre le futur, le présent et le passé. Et le dernier mode qu'il distingue, c'est le recognizing. Donc c'est la reconnaissance qui est liée, pour Casset toujours, à un acte de perception. Et donc ce qui est intéressant, si on prend ces 3 modes-là et si on essaye de les travailler un peu sur ces idées de transmission, si on fait un peu des petits exercices qu'on pourrait appeler de mémoire spéculative, j'ai envie de dire qu'au centre, il y a quand même cette idée de reminder. On a parlé des marques tout à l'heure, des stèles. À mon avis, on pourrait tout à fait associer ce type de dispositif avec ce que Casset appelle des reminders. Mais ce qui pose énormément de questions, et je pense là au documentaire sur le nucléaire Into Eternity, où on voit bien la difficulté que ça pose, parce que ce sont des difficultés d'ordre sémiotique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va interpréter ces reminders, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir des contre-effets, est-ce qu'à un moment donné, le codage dans lequel c'est inscrit, parce que le média n'est pas neutre, évidemment. Donc quand on parle de transmission de connaissances tout à l'heure, la connaissance, elle est toujours quelque part codée, soudée même aux médias et à un type de dispositif. Donc ça, pour moi, c'est une vraie question. Un autre mode qui est aussi intéressant, toujours chez Casset, c'est le recognizing. Parce que quand il développe un peu ce mode-là, Casset parle de, si on veut, de sortes de schémas d'expérience qui peuvent être transposables et transportables dans le temps. Donc il y a une sorte de pattern en fait qu'on peut essayer de véhiculer à travers le temps et qu'on peut alors essayer d'activer au moyen de cette fameuse reconnaissance. Et là aussi, je trouve ça intéressant parce que du coup, ça permet, à mon avis, d'embrayer sur le rôle central dans cette dynamique de transmission qui est la dynamique du récit. Le récit comme véhiculant certains types de patterns, certains types de capsules, si on veut, on a utilisé le mot tout à l'heure, de connaissances. Et je le fais un peu de manière provocatrice, vous allez comprendre pourquoi, pensant à cette idée-là d'un récit qui transmet des connaissances. J'ai trouvé une citation de l'écrivaine américaine Louise Erdrich, qui parle des connaissances des civilisations amérindiennes, et je la cite, elle dit « Et ces savoirs sont souvent encapsulés dans des contes, des mythes, des légendes qu'il nous faut continuer à transmettre. » Bon. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça pose bien, je pense, la question de qu'est-ce qu'on met comme type de connaissances, sachant qu'un récit ne se réduit pas à une transmission de connaissances, mais en même temps, ça ouvre la porte aussi à la question de savoir est-ce qu'il y a
un seul récit unique pour le futur, ou est-ce qu'il y aura des contre-récits du futur aussi, sur base peut-être des mêmes connaissances. Et pour arriver un peu à la conclusion, finalement aussi dans ce petit exercice-là de mémoire spéculative, je me dis aussi que on a beaucoup parlé d'archives, alors ça peut être des archives monumentales, ça peut être des archives géologiques, mais réfléchir par le biais aussi du récit, ça amène aussi à prendre en compte la partie, j'ai envie de dire, vivante. C'est-à-dire, si je reviens sur la définition de Diana Taylor entre archives et répertoire, là il y a quelque chose aussi de l'ordre de la corporéité, de la transmission, qui va aussi être en jeu dans ces questions-là. Et je dis ça aussi, et là je fais un lien qu'on n'a peut-être pas encore vraiment fait avec la question du numérique, c'est-à-dire qu'on sait très bien aujourd'hui qu'une masse importante de données sont sur support numérique, et que ces supports, a priori, sont très fragiles. Bon. Donc du coup, si la logique de l'archivage passe entre autres par cette question du numérique, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur des logiques de répertoire, c'est-à-dire de récit, de capacité de faire récit, de reprendre récit, de se réapproprier un récit, et la manière dont ces récits peuvent voyager à travers le temps. Merci. Donc Isabelle Claire-Fontagny, alors je m'excuse, je la vois très, très abîmée. Donc je travaille sur les langues, les écritures et les cultures de l'Anatolie antique, d'un point de vue philologique et sémiotique, et je suis aussi responsable d'une toute petite partie du programme Mémoire de Landra. Alors je vais sans doute dire des choses qui ont déjà été dites. Alors le programme Mémoire de Landra est évidemment tourné vers le futur, et sur le site on peut lire des choses comme, je cite, « Afin d'informer les générations futures de l'existence des centres de stockage et de ce qu'ils contiennent, des dispositifs sont mis en place dès aujourd'hui pour conserver leur mémoire. » Alors ce sont des affirmations qui nous semblent aller de soi, mais il y en a deux qui vont retenir mon attention ici. Alors je cite, « C'est chaque génération qui aura la responsabilité de contribuer à transmettre cette mémoire aux générations suivantes. » Et toujours sur le site de Landra, le passé comme source d'inspiration, pour conserver la mémoire des centres de stockage sur des échelles millénaires, il faut envisager d'autres mondes et d'autres sociétés. L'étude du passé est alors indispensable. Alors, la question de la construction de la mémoire du futur est indissociable de la question de la transmission, cela vient d'être dit, et de la prise en compte du passé. Et je pense que ce n'est pas juste intéressant ou utile d'étudier le passé. Alors, quel est le point commun entre la catastrophe sanitaire qui est évoquée dans le texte de présentation et celles qui ont déjà eu lieu, par exemple, dans l'Antiquité? Donc mes exemples, vous le comprendrez, sont pris dans l'Antiquité. C'est que la catastrophe se caractérise comme une rupture et la transmission se définit par la continuité. Deux caractéristiques de la catastrophe me paraissent intéressantes pour mon propos. D'une part, la catastrophe s'insère dans un récit. Et d'autre part, la catastrophe brise le temps humain, ouvre un gouffre entre le passé et le futur et menace de rompre le lien entre les générations. La transmission, quant à elle, quel que soit l'angle d'approche, représente l'instrument par excellence de la continuité sociale, de la perpétuation du culturel à l'épreuve des ruptures de l'histoire. Alors, dans un premier temps, quelques exemples très rapides pour voir comment les phénomènes sont perçus et de quelle manière se fait leur traitement sémiotique, alors dans les discours, les figures, les monuments, puisque j'ai dit que ce sont avant tout des récits. Premier cas, l'exemple du plomb à Rome, et premier traitement, la restitution littérale. Les dangers du plomb pour la santé furent décrits dès l'Antiquité par des auteurs de l'époque. Le problème plomb existe, mais il est restitué de manière littérale, sans retraitement apparent, c'est un constat. Donc pas de représentation sous forme de catastrophe. Nous avons en général l'enregistrement d'un fait, factum, c'est-à-dire un fragment isolable, un atome de description, comme dirait Vidal-Naquet, sans intentionnalité. À l'opposé, il y a l'invention pure et simple. Ça n'a jamais existé. L'exemple du déluge, ou l'incendie qui a ravagé Rome en 390 avant Jésus-Christ et qui n'a pas existé. Entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire la restitution littérale brute et l'invention pure et simple, les faits peuvent connaître d'autres traitements. Par exemple, le déplacement d'accent et de focale. Le tremblement de terre qui a ravagé Pompéi en 62 avant Jésus-Christ, l'accent est mis non pas sur le séisme comme catastrophe, mais sur le séisme comme signe de la manifestation du courroux divin.
Autre traitement, l'occultation. Les peuples de la mer qui auraient provoqué la fin des grands empires la fin de l'âge de bronze vers 1200 avant Jésus-Christ. En fait, cette cause mise en avant par les textes, entre autres, n'est que la conséquence de la véritable cause, à savoir une cause climatique. Un épisode de grande catastrophe climatique, un épisode de grande sécheresse qui touche l'ensemble de l'est de la Méditerranée et qui a provoqué des mouvements de population. Donc la phase de sécheresse et les peuples de la mer, c'est un seul et même événement, mais le premier a été occulté au profit du second. Donc si un événement peut être catastrophique pour les populations qui en sont victimes, c'est dans bien des cas par le récit, par le discours qu'on a tenu sur lui, qu'il prend ou non un statut de catastrophe, sans relation directe et automatique avec une réalité et des conséquences objectives. Et l'une des premières fonctions du discours tenu sur la catastrophe, mythique, politique ou littéraire, est sans doute de réintroduire du sens et de l'ordre pour maintenir l'événement en puissance d'être transmis. Et lorsqu'il s'agit d'un événement considéré vécu comme ou réellement exceptionnel, l'existence de ces récits est une donnée inscrite dans la longue durée. Et cela m'amène donc à la question de la transmission et de ses modalités. La transmission peut être prospective, c'est-à-dire qu'elle est opérée par les acteurs, ceux qui ont vécu la catastrophe, les écrivains, les historiens, les pouvoirs publics. Le destinateur est actif, mais le récepteur, lui, est passif. Cette transmission peut prendre plusieurs formes. La médiatisation est l'une d'entre elles. Il s'agit de voir comment une catastrophe particulière a pu être érigée en événement majeur, suffisamment emblématique, parfois, pour construire une mémoire. Je reprends l'exemple du séisme, considéré, interprété comme signe de la rupture, de la Pax Deorum. Une des formes de la médiatisation est l'instrumentalisation, l'exploitation politique des catastrophes naturelles. Elle est très ancienne et on la connaît bien. La médiatisation et l'instrumentalisation en particulier sont des actes par lesquels les faits sont inscrits et institutionnalisés par un objet sémiotique pour être transmis. Ce sont là les anciens eux-mêmes qui sont les acteurs de la transmission et d'une certaine manière, nous, modernes, nous sommes les récepteurs passifs de cette transmission. Prenons l'exemple de l'incendie qui aurait ravagé Rome, imputé donc au pillage de la ville par les Gaulois, donc en 390 avant Jésus-Christ, et dont j'ai dit qu'il n'avait jamais existé. Mais ce sont les Romains eux-mêmes qui ont transformé cet événement et en ont fait un récit grandiose, que je n'ai pas le temps de développer ici. On voit bien comment le récit opère, je cite de Certeau, un tri entre ce qui peut être compris et ce qui doit être oublié pour obtenir la représentation d'une intelligibilité présente. Ici, la transmission est toujours prospective, l'acteur source, le destinateur est actif, c'est l'acteur de la transmission. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il est lui-même la cible, le destinataire. Avant lui, il y a eu un autre acteur source, et notons aussi que la chose transmise ne saurait être identique avant et après l'acte lui-même. Elle se transforme, prend à chaque étape de la transmission une valeur plus forte, puisqu'elle se veut porteuse d'une histoire et d'un système de valeurs. Une autre modalité de la transmission consiste en la commémoration, en la ritualisation. L'orientation de la transmission est toujours prospective. Mais dans ce cas, le destinateur est actif et le destinataire aussi. Alors c'est quelque chose qui a été très étudié évidemment par les sociologues. Une catastrophe a lieu, donc une rupture dans l'ordre du quotidien. Et dans un premier temps, la catastrophe est rendue intelligible grâce à une mise en événement. Elle est mise en discours, elle est décrite, elle est nommée. Le processus commémoratif prend alors le relais. Il est, lui, de l'ordre de la mémoire. Il se construit autour de l'idée d'un souvenir à préserver. Et l'objectif du processus commémoratif est un transfert de la catastrophe sur une représentation, celle d'un souvenir bien géré. Et c'est ainsi que se construit la mémoire collective. La commémoration est toujours une institutionnalisation, une inscription, mais dans une pratique périodique, le groupe revient à son passé en le reconstruisant. La ritualisation présente un mode de résolution de la rupture temporelle, ayant pour fonction première d'organiser le passage d'un avant à un après. Elle structure le temps et réalise un temps cyclique et régulier. Ici, la cible n'est pas passive, puisqu'elle doit à son tour perpétuer. La transmission s'inscrit clairement dans l'économie du don. Celui qui reçoit, l'héritier, est avant tout un endetté, contraint de trouver un repreneur à qui rendre ce qui lui a été confié. Mais la transmission
peut être rétrospective et elle est alors opérée par la cible. Le destinateur est actif, le destinataire aussi. Comme on l'a vu tout à l'heure, les dangers du plomb pour la santé furent décrits dès l'Antiquité par des auteurs de l'époque. Et ces témoignages ont trouvé un écho dans la science moderne qui a entrepris d'évaluer l'empoisonnement des populations anciennes, ça à partir des années 1960. Et cela a même amené des auteurs à penser que le plomb a joué un rôle dans le déclin puis l'effondrement de l'Empire romain, ce à quoi on ne croit plus. C'est nous, modernes, en fait, qui avons lu les documents comme une catastrophe. Et nous avons lu les documents avec nos yeux d'aujourd'hui et à travers le prisme de nos propres préoccupations. L'amiante, par exemple. La transmission transforme, réécrit, réénonce les contenus transférés. C'est encore plus vrai avec le déluge. Le mythe du déluge est un mythe. Mais si on se fie à ce que certains proposent, les mythes diluviens auraient pour origine des faits réels dont les sociétés du passé auraient été les témoins. Ils en constitueraient la mémoire. Quoi qu'il en soit, on assiste avec ces travaux, comme avec ceux qui concernent le plomb, à la construction d'une pseudo-mémoire des catastrophes. Le mythe diluvien nous renseigne plus sur nos angoisses que sur ce qui s'est passé dans le passé. Les scientifiques qui proposent de retrouver dans les phénomènes naturels le noyau caché de récits légendaires exploitent la crainte irrationnelle d'une montée catastrophique du niveau des mers. La transcription s'inscrit donc dans un processus long, fait d'un ensemble de relations durant lesquelles le destinataire reçoit le flambeau d'un destinateur-acteur avant de le transmettre à un autre destinataire. La transmission est ici opérée par la cible. Et en raison de ce que Aulick et Robbins appellent la malléabilité du passé, celui-ci est transformé, réécrit. Et les auteurs parlent même de révisionnisme. Il y a un événement, une rupture, un changement actuel, amiante, changement climatique, montée des eaux, et on va chercher des précédents, le déluge, le saturnisme à Rome, etc. C'est donc une restitution a posteriori par analogie. Donc transmettre articule les générations les unes aux autres, créant ainsi du don et de la dette, et dans le dernier cas, le destinataire et le destinateur sont actifs. Le rôle du destinataire ne se borne pas à recevoir ou à accepter passivement, il prend part à la transmission, il s'y investit, sinon la transmission est manquée. La transmission a été envisagée comme un processus long, fait d'un ensemble de relations transitives et mutuelles, mais aussi comme une transformation et une réénonciation continue des contenus transmis. Et pour Aulick et Robbins, qui s'intéressent aux fondations sociales de la mémoire, transmettre contribue à la persistance, souvent transformée, de représentations, de pratiques, d'émotions et d'institutions dans le présent. C'est une dynamique entre ce qu'ils appellent la malléabilité du passé et la persistance. Donc on le voit, construction de la mémoire du futur et transmission sont intrinsèquement liées et le passé est un des maillons de la chaîne. Et je termine par une remarque que Denis Péchanski vous avez faite, je crois, lors d'une interview. La mémoire du futur, c'est aussi un futur construit dans le passé qui est mobilisé dans l'action présente. Oui, alors, bonjour. Je suis Laetitia Gorzolek-Guinchard, je suis sociologue et anthropologue. Alors pour répondre à la question en quoi la mémoire du futur me concerne-t-elle, d'abord il faut peut-être que je précise que le questionnement que je suis contente de soumettre à votre sagacité critique aujourd'hui, c'est un questionnement qui s'appuie sur une équipe sur une réflexion collective d'une petite équipe de chercheurs qui s'interrogent sur la capacité de transmettre cette mémoire des sites de stockage. Et c'est une action de recherche qui est inscrite dans la Maison des sciences de l'homme et de l'environnement de Besançon. Alors ce questionnement, il part de l'idée suivante. Si l'on admet avec rigueur que la responsabilité s'étend aussi loin que nos pouvoirs le font dans l'espace et dans le temps, alors le projet CIGEO met radicalement à l'épreuve notre capacité de transmettre. Comment transmettre ? Alors l'ANDRA s'engage à faire mémoire.
Alors qu'est-ce que ça signifie? Alors, pour moi, se faire mémoire consiste à produire quelque chose. Alors idéalement, il s'agit de produire un « on se souvient » au niveau collectif, pour qu'il puisse éventuellement exister également un « je me souviens » au niveau individuel. Alors on pourrait envisager se faire mémoire de façon très pragmatique comme un accomplissement pratique, dans le cadre duquel on tente de composer avec un certain nombre de contraintes liées aux incertitudes foncières concernant l'avenir lointain, mais aussi liées, enfin ça a été dit, liées aussi aux vulnérabilités de nos institutions, au sens anthropologique du terme. Et par rapport à toutes ces contraintes, la réflexion internationale engagée dans le cadre du programme RKM, préserver les archives, les connaissances et la mémoire à travers les générations, ce programme visait à développer, alors je reprends leur terme, visait à développer une boîte à outils rassemblant des techniques de préservation de la mémoire. Alors parmi lesquelles figurent par exemple différents types d'archives, différents types d'inventaires, différents types de monuments, de marqueurs, de capsules temporelles, et tout cela pensé de façon systémique. Alors ces techniques peuvent effectivement être envisagées comme des formes de mémoire extériorisée et peuvent permettre, pour reprendre la belle formule de Leroy-Gourhan, peuvent permettre la prolongation de la vie par d'autres moyens. Mais pour autant, de tels supports matériels sont-ils suffisants pour transporter une information, c'est un petit peu ce que vous disiez, hein, pour transporter une information dans le temps, et surtout dans un temps aussi considérable que celui qu'engage la durée de vie des déchets HAVL. Alors pour essayer de répondre à cette question, on peut se rappeler un épisode de l'évolution de notre rapport aux documents écrits. Dans un ouvrage vraiment remarquable consacré à la signature, Béatrice Frankel explique que pendant longtemps, en droit romain et en droit franc, donc avant que la signature ne transforme l'acte écrit, avant que la signature ne lui confère une force probante, eh bien la preuve écrite ne valait que reconnue par des témoins. Donc lorsque des contractants s'engageaient par écrit, on choisissait pour témoins de jeunes enfants, souvent issus de groupes dominants, et on prenait soin de les gifler. Alors pourquoi ? Parce que la jeunesse assurait une longévité au témoignage, et puis la gifle facilitait le souvenir. Hein. Alors, quoi qu'on en pense, et quelle que soit la modestie de cette cérémonie, mais c'est quand même à une cérémonie qu'on assistait. Une cérémonie en quelque sorte d'avant la signature. Et le but de cette cérémonie était de maintenir un accord ou un engagement dans le temps, et surtout, il s'agissait de s'assurer autant que possible de son souvenir. Parce qu'on reconnaissait la relative insuffisance et la fragilité temporelle de l'écrit. Et parce que les écrits ne restent pas autant que le croit le sens commun lorsqu'il dit que les paroles s'envolent et les écrits restent. Et donc c'est pour toutes ces raisons qu'on prenait soin de lier ensemble des paroles et des gestes. Il fallait associer à la matérialité du document écrit, un niveau symbolique, la gifle, pour ne pas oublier. Alors bon, aujourd'hui, on n'a plus le droit de gifler les enfants, mais l'idée serait peut-être de trouver l'équivalent de cette gifle. Vous avez compris ce que Oui, voilà. Donc il faudrait peut-être trouver l'équivalent de cette gifle, trouver un geste. Alors un geste au sens que George Herbert Mead donne à ce terme. Trouver un geste dont les effets pourraient durer 10 000 ans. Pour ne pas oublier, pour que l'on se souvienne. Alors pourquoi est-ce important ? Ça me semble important parce qu'aucun message ne traverse l'espace et le temps par ses propres forces. Et à cet égard, les médiologues donnent cette belle leçon de choses. Ils expliquent que pour faire circuler un cavalier romain dans l'Empire romain, il faut une route, un cheval, un réseau global d'expédition, donc des relais de garnison, d'approvisionnement, la langue latine, pour coder et décoder l'information émise et reçue ou reçue par le messager, un pouvoir central donneur d'ordre, et un système de représentation symbolique et collective, une morale, une discipline, un sens de la mission. Si on enlève
un de ces éléments, par hypothèse, eh bien le cavalier est paralysé. Soit physiquement, si on lui retire la route, le cheval et le réseau d'expédition, soit intellectuellement, si on lui retire la langue latine, le pouvoir central et le système de représentation collective. Et il me semble que de la même manière, les supports mémoriels recensés par le programme RKM ne peuvent se suffire à eux-mêmes. Ils ont en quelque sorte besoin d'une énergie extérieure, ou en tout cas d'un carburant symbolique. Et pour le comprendre, on peut prendre un exemple très, très simple, très basique. On peut prendre l'exemple du monument. Le monument, il s'agit bien d'un support mémoriel, il s'agit bien d'une mémoire extériorisée. Mais extérioriser un mémorable message ou événement, et extérioriser un mémorable par sa seule mise en monument, expose au risque de ne plus avoir à en intérioriser le souvenir. Il n'y a pas de gifle. Donc le monument peut alors perdre progressivement sa puissance d'interpellation, voire ne plus rien signifier pour ceux qui le contemplent. Il peut même finir par servir l'oubli, et il ne serait peut-être pas absurde d'inscrire l'édification d'un monument au registre des stratégies sociales de l'effacement et de l'oubli. En réalité, l'efficacité d'un monument comme support mémoriel, on le sait, je veux dire, ça a été largement étudié et dit, on le sait, son efficacité repose dans les gestes commémoratifs qui réactivent et entretiennent régulièrement le souvenir de son sens. Donc c'est la cérémonie du souvenir, c'est un rythme particulier, les gens s'y rendent à un moment précis de l'année, c'est une liturgie particulière qui a ses rites, ses gestes, ses discours, ses symboles, ses chants, ses moments de recueillement et de silence. Les monuments sans cérémonie sont comme des rois sans divertissement, ils meurent. C'est Régis Debray qui nous donne cette belle formule. Et donc finalement, on pourrait peut-être dire que chaque type de support mémoriel, matériel, appelle peut-être une technologie sociale spécifique. Le monument, support mémoriel matériel, appelle la commémoration comme technologie sociale. L'archive, support mémoriel, appelle une logique de réactualisation et de traduction comme technologie sociale. Comment l'Iliade et l'Odyssée traversent le temps, de la Grèce archaïque jusqu'à nous, donc presque 3000 ans quand même, eh bien, la traduction du grec vers le latin, la reprise, le commentaire, l'intertextualité font qu'Homère se voit réécrit par Virgile, Ronsard, Joyce, Giono, pour n'en citer que quelques-uns, et cela constitue un système impressionnant de transmission par transformation progressive et par traduction du message. Donc voilà, ce qui me semble important, c'est de veiller à ne pas séparer les techniques au sens courant du terme, donc ici les supports mémoriels matériels, des technologies sociales. On peut dire que les premières construisent le monde matériel, les secondes servent à produire de la durée et de la continuité. Donc, un peu comme le programme RKM, s'est efforcé de dresser l'inventaire d'un certain nombre de supports mémoriels. Il faudrait de la même manière dresser l'inventaire des technologies sociales susceptibles de permettre à ces supports mémoriels de rester signifiants et donc de traverser le temps. On sait par exemple, en s'appuyant sur les travaux de Simmel, qu'une forme de continuité et donc de mémoire peut être assurée par le fait qu'il reste toujours dans un groupe assez de membres en fonction pour former et intégrer les nouveaux venus. La pérennité du groupe et donc de sa mémoire dépend ici on pourrait dire d'une technologie sociale tout à fait spécifique, reposant sur la succession et reposant sur une progressivité très bien réglée dans le changement, un peu à la manière dont changent les pièces du bateau du plaisir. Mais Simmel attire également notre attention sur le fait que le conflit peut constituer une technologie sociale d'autoconservation des groupes particulièrement efficace. On a souvent tendance à considérer que l'accord et l'harmonie des intérêts sont des facteurs de conservation sociale. Simmel nous dit en réalité le conflit et les tensions animent et vivifient la vie sociale et elles participent au maintien et à l'affirmation de l'unité d'un groupe dans le temps. Et donc par rapport à ça, de ce point de vue, il serait peut-être possible d'envisager autrement la ZAD de Bure. Il ne s'agit peut-être pas tant d'un problème à régler pour l'Andra que d'une ressource mémorielle à mobiliser. Alors c'est un peu provocateur, mais on peut envisager les choses de cette façon-là. Donc voilà, c'est dans cette perspective que travaille
que je travaille avec cette équipe de chercheurs, on tente de construire une bibliothèque de cas, rassemblant des précédents heuristiquement féconds, dans lesquels il est possible d'identifier des technologies sociales à l'œuvre et puis d'essayer de déconstruire les mécanismes propres à chacune de ces technologies sociales pour en comprendre la logique. Ouais.